Xavier Rago, bonjour. Bonjour. Vous êtes économiste et président de l'OFCE. Et en ce début d'année 2018, vous venez nous donner votre analyse sur les perspectives économiques européennes. Alors les indicateurs économiques s'améliorent. En 2017, il y a un raffermissement de la croissance, une relance de l'industrie, mais il demeure certaines divergences à l'intérieur de l'Europe. Alors dans ce cadre, que peut-on attendre de l'Europe, que peut-on attendre de la France pour résorber ces divergences ? Alors deux choses. Effectivement, vous avez raison de noter au niveau européen et au niveau français, on le perçoit au niveau français, un retour de la croissance assez substantielle. On est sur des perspectives de croissance pour 2018 de 1,7, alors que ça paraît peu, peut-être 1,7 de croissance, mais il y a encore 2-3 ans, on était à 0, difficilement 1%. Donc quelque part, il y a un retour de la croissance au niveau français qui va permettre enfin, je dirais, de stabiliser puis de faire décroître à la fois le chômage et à la fois les dettes publiques. Donc là, en ce début d'année, en cette fin d'année 2017, ce qu'on voit, c'est que quand même, grosso modo, la France, pour ses finances publiques, on va en parler du critère des 3% de déficit public, le chômage français, la zone euro globalement est sur une trajectoire de rétablissement économique global. Alors, comment se fait ce rétablissement ? Il y a toujours quelque part, et il faut le noter, l'alignement des planètes dont on parlait à la fin du quinquennat Hollande, un prix du pétrole relativement faible, une politique monétaire encore très accommodante de la Banque centrale européenne, qui crée certaines turbulences financières, et un taux de change de l'euro qui est très favorable aux exportations et donc à l'industrie. 80% de nos exportations sont industrielles, puisque la balance courante de la zone euro, c'est-à-dire la capacité exportatrice de la zone euro, est de 4% du PIB, c'est-à-dire très élevé en moyenne. Donc l'euro est relativement sous-évalué, ce dont on n'a pas trop conscience en France, mais qui crée une certaine surchauffe en Allemagne. Donc il y a encore un débat sur le taux de change de l'euro. Mais cela étant dit, ça bénéficie à la France et la France retrouve des couleurs sur le terrain des parts de marché à l'exportation, les dynamiques industrielles, et donc tout le tissu industriel commence à se rétablir avec des conséquences différées assez importantes. Et je pense que beaucoup d'acteurs d'entreprises s'en rendent compte maintenant, de certaines politiques économiques mises en place sous François Hollande, le CICE, le pacte de responsabilité et autres, qui fait que ce qu'on voit au niveau microéconomique, c'est des taux de marge, c'est-à-dire des rentabilités des entreprises assez élevés aujourd'hui. Donc il y a quand même une solidification du tissu productif qu'on voit dans beaucoup de secteurs. Donc les entreprises sont maintenant profitables, le taux de défaillance d'entreprises recule. Donc ça va mieux globalement en France. Et est-ce que ça se fait de manière homogène sur l'Europe ? Parce qu'on entend souvent le mot divergence quand on parle d'Europe. Alors, vous avez raison, on est toujours au cœur d'un débat qui va nous animer et soyons francs, qui est peu populaire en France, parce qu'il y a une fatigue sur la question européenne, et ce débat est ce débat européen. Il y a un petit risque qui est que ce rétablissement économique global laisse penser que finalement il n'y a pas grand-chose à faire au niveau européen et que voilà, si on continue comme ça, l'Europe va reconverger et revenons à une sorte de déni un petit peu des problèmes fondamentaux. Je pense que ce serait très dangereux. Il y a encore beaucoup de divergences européennes. On a encore beaucoup de problèmes à régler qui sont considérablement ralenti sur le plan politique, puisque l'Allemagne n'a pas d'accord de coalition au jour d'aujourd'hui. Et ce qui est décidé, c'est que fin mars, il y aura un accord de coalition. Et donc la position allemande sur l'évolution de la zone euro est encore à attendre pour quelques mois. Donc vous voyez, il y a un délai important du fait du processus allemand de négociation, qui est légitime, c'est un mode très parlementaire de négociation, qui fait qu'il y a un ralentissement. Mais quelles sont ces divergences ? Une fois que j'ai mis en avant ce ralentissement du problème européen, il y a toujours, ce que j'ai dit, un problème de divergence des compétitivités, je dirais, nationales, qui sont un peu cachées par le taux de change de l'euro sous-évalué. L'Allemagne est encore surcompétitive du fait des politiques un ensemble de politiques, politique énergétique très en faveur des entreprises, politique salariale, une modération salariale durable. Voilà, ce qui fait que le tissu, pour des raisons de modération salariale en grande partie, l'Allemagne est encore surcompétitive par rapport aux autres pays européens. Et donc ça crée cette divergence qu'il faudra régler. Comment est-ce qu'on fait pour les résorber, ces divergences ? Alors, est-ce qu'il y a des mécanismes concrets ? Oui, il faut. Et là, on est dans le plan institutionnel, il faut apprendre de nos erreurs et réfléchir anticiper les crises à venir. Il y a deux problèmes
relatifs importants dans la zone euro, qui sont ces divergences de compétitivité dont je vais parler d'une proposition. Et le second est la situation de l'Italie et la fragilité du système bancaire. L'Italie va pas très bien. C'est un des pays européens qui va le moins bien. La croissance est très faible, moins de 1%. La démographie n'est pas bonne. Le système bancaire va mal. Le bilan du système bancaire italien est plein de créances douteuses. Voilà, il y a tout ce qu'on appelle les créances douteuses qui sont à un niveau très très élevé au niveau italien. Donc il y a une grande incertitude sur le niveau italien. Ça, pour le gérer, il faut avancer dans ce qu'on appelle l'union bancaire. C'est une façon de penser la restructuration des systèmes bancaires directement au niveau européen et pas pays par pays, parce que ça fait peser des fragilités bancaires sur des pays qui sont déjà fragiles. Donc si on arrive à gérer collectivement les risques bancaires, ça raffermira le problème italien. Et l'autre, sur le marché du travail, il y a une vieille idée qui est une idée de convergence des marchés du travail en gérant deux éléments, en gérant donc, les dimensions nominales, la dynamique des salaires, et en gérant la situation des travailleurs sur le marché du travail, et notamment une question d'assurance chômage européenne. Alors, pour nos auditeurs, je sais bien que ça va paraître un peu surréaliste de parler au jour d'aujourd'hui d'assurance chômage européenne quand on voit je dirais, la déconnexion du débat français sur la zone euro avec les débats dans les autres pays et en Allemagne, la Commission européenne. Cette question de l'assurance chômage européenne, elle est très très discutée au niveau européen aujourd'hui. Elle a été proposée, au moins évoquée dans le rapport des 5 présidents, c'est-à-dire Draghi, Tusk, Juncker et d'autres, les présidents des grandes institutions européennes. C'est une vieille idée européenne du début des années 1975. Le Trésor français l'a proposé, le gouvernement italien l'a proposé, c'est étudié en grande partie dans des instituts allemands qui essaient de voir comment ça fonctionnerait. Mais l'impression qu'on a dans cette bilan de crise, c'est qu'on a très mal géré la crise. On a fait des consolidations fiscales qui ont pesé en grande partie sur le chômage des pays du Sud, qui ont entraîné des migrations d'Espagnols qualifiés, de Portugais qualifiés, qui sont coûteux à long terme pour ces pays. Si jamais on arrivait à mettre en place, pour gérer des crises importantes, des systèmes d'assurance chômage européenne, on aurait pu aider ces pays à se stabiliser sans forcément qu'il y ait des coûts très importants pour les autres pays. Pour être très concret, c'est quoi une assurance chômage européenne ? Copions ce qui fonctionne. Donc, les États-Unis ont un système d'assurance au niveau fédéral, au niveau des États-Unis, avec des systèmes d'assurance dans chacun des États très très différents, très très hétérogènes, avec certains États comme le Vermont, des assurances chômage très proches des standards européens, d'autres comme le Texas ont des assurances chômage très très faibles. Donc il y a une très grande hétérogénéité au niveau des États-Unis, et il y a un mécanisme fédéral qui permet, quand un État connaît des très très grandes crises, au système fédéral d'aider les États à assurer le maintien d'un système d'assurance chômage qui ne pèse pas trop sur les finances publiques. Et quand le pays sort de récession, alors le pays rembourse, entre guillemets, cet État fédéral. Donc il y a un second niveau fédéral qui fonctionne bien avec l'hétérogénéité des niveaux nationaux. Donc je pense qu'il faut essayer de réfléchir à ces choses concrètes, opérationnelles, efficaces au niveau de la zone euro pour stabiliser macroéconomiquement la zone euro, pour stabiliser les compétences en termes de qualification, de création d'entreprises, de capital humain, comme on dit nous en tant qu'économistes, en tant que chaque pays, pour la crise à venir. Ça va mieux aujourd'hui. C'est le moment de se donner les outils pour préparer, malheureusement, qui est très probable, la crise à venir, peut-être dans 2, 3, 5 ans. Crise financière, crise de taux de change, crise géopolitique. Beaucoup d'incertitudes restent sur l'économie internationale. Quand ça va mieux, il faut se préparer. Eh bien, merci beaucoup Xavier Arago pour cette analyse précise sur les prévisions économiques européennes pour 2018 et pour aussi la suite. Merci à vous. Merci à vous. Au revoir.